l'Égypte pharaonique. Bah, je vais faire peut-être plusieurs vidéos parce que l'Égypte pharaonique c'est quand même une putain d'histoire. Ça commence déjà. Là aujourd'hui je vais vraiment vous parler jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, c'est-à-dire la période qui va de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ. Donc ouais, l'Égypte c'est quand même énorme, c'est un des tout premiers États au monde, avec les États mésopotamiens, un des tout premiers à s'être organisé, à s'être structuré, à avoir fondé un culte, un corpus intellectuel, politique, qui va lui perdurer, qui va avoir une influence sur son continent, marquante, significative. Vous voulez un exemple de l'influence égyptienne? En Afrique, souvent, on verse la boisson au sol pour nourrir les esprits. En Afrique, non, je parle. Ben, ça vient des Égyptiens. Donc voilà, au départ, on a une donnée géographique qui est le Nil. La désertification du Sahara, qui était une savane à l'époque, pousse les peuples à aller soit sur les côtes, soit au bord des rivières. Bon, ça tombe bien, il y a le Nil, qui est un long fleuve, un des plus longs fleuves au monde. Là où les populations vont se mettre, bon bah comme d'habitude, hein, on a un fleuve, on a des populations qui se mettent en place, elles s'organisent, pouf, ça fait des royaumes. À la fin, on a 2 royaumes. Hein. Là-bas, c'est la Haute-Égypte. Bah, à un moment, il y a un roi qui unifie tout ça, et pouf, c'est l'Ancien Empire. C'est la première fois que l'Égypte est unifiée en 2700 avant Jésus-Christ. Et ce Ancien Empire va comprendre les 4 premières dynasties, 6 premières dynasties de pharaons, et va surtout mettre en place les bases d'un État qui vont tenir jusqu'à moins 33 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire plus de 2600 ans. Voilà, 2600 ans. C'est à part l'Empire de Chine, je pense qu'on n'a rien d'autre qui a tenu aussi longtemps. Voilà, c'est là, on va poser les couilles sur la table, les mecs ils ont tenu 2600 ans. À une époque où, bon, ça zouk, hein. Ça a vite fait, hein. Une défaite militaire, le décès du roi, une querelle d'héritage, et pouf, c'est fini, choc à pic. Bon, c'est pas 2600 ans de frange gaudriole à chaque fois. Non, il y a des moments de déclin, il y a des interrègnes, il y a des moments où c'est pas cool. Il y a des moments où ils se font un peu vassaliser le cul, notamment par Alexandre le Grand. Mais ça tient. Ça tient. Ça met en place toute la religion et tout le culte à avoir avec Osiris. La légende d'Osiris, bon, je t'explique. En gros, il y a 2 frères. Osiris, il se fait dessouder par son frère. Ouais, il y a toujours des problèmes entre frangins. Déjà, Rome a été fondée par des jumeaux et ça finit comme ça. Bon. Et bah, pour pas qu'il accède au repos, bah, il l'a découpé en mode sashimi, tu vois. Il a découpé son frangin Osiris, il s'est retrouvé 1000 morceaux. Donc sa femme a reconstitué son corps en entier. Et pouf, il a pu accéder à l'éternité. L'éternité, mon cul sur la commode. Voilà. Bref. Ben, les mecs, c'est là où on va, de par ce culte, va naître les momies. Les momies, qui parce que les pharaons doivent être intacts pour accéder au royaume de Dieu. Ajoutez à ça, bon bah la création de tous les dieux, Ré, Amon, le dieu du soleil. Et voilà, déjà, tu as déjà tout ça qui se agglomère à cette époque-là. Après, tu as tout un domaine de l'éducation, une littérature éducative. Eh oui, une littérature éducative qui apprend la réflexion, qui apprend la sagesse. La sagesse est très importante dans les cultures et la culture égyptienne. Et quand on sait que la culture africaine, la sagesse de l'ancien, la sagesse est une rhétorique qui revient assez souvent dans les traditions africaines. La sagesse est un élément important dans les schémas intellectuels africains subsahariens. Voilà, tu vois, pouf, on voit encore une influence. T'as vu un peu, c'est pas magnifique? C'est aussi les pyramides. Hein, à divers degrés, à diverses hauteurs, mais avec un raffinement. Bah oui, parce que le mec il doit être entier pour accéder aux dieux. Et puis ben, pour pas qu'il se fasse chier quand même, on lui fait une belle piole, tu vois. C'est pas un trou dans un terrain vague, quoi, tu vois un petit peu. Donc voilà, on a cet ancien empire qui a unifié, qui va avoir des relations avec tout le pourtour méditerranéen de l'époque, qui va quand même faire beaucoup de business et qui va très bien fonctionner. Mais l'histoire lui réserve d'autres turpitudes parce que l'ancien empire finit en 2200 avant Jésus-Christ et pour arriver à 33 avant Jésus-Christ, on a encore un petit peu de travail.
Aujourd'hui, comment faire une fiche de cours? Alors, suite à mes multiples expériences, mais aussi mes multiples échanges avec les professeurs, je vais vous donner quelques indications sur comment faire une fiche de cours. En effet, quand tu es professeur, ton cours, tu le mets sur une fiche. Et cette dernière doit comprendre certains éléments. Premièrement, déjà, il y a le type de ta leçon. Tu vas me sembler c'est logique, mais voilà. Le mec, il n'y a rien qu'en regardant le titre, il doit déjà avoir l'idée de quoi tu vas parler. Hein, si tu parles de la géographie, je sais pas, du Togo, bon bah voilà. C'est très bien qu'on est en géographie, qu'on va faire de la géographie africaine, que vu que c'est la géographie d'un pays, on va être sur plusieurs échelles, enfin voilà. Déjà rien que le titre donne des indications. J'ai la voix cassée, ça va être fameux pour faire les vidéos aujourd'hui. Autre élément, à la suite, tu dois mettre le niveau pour lequel tu fais, parce que ça indique ta pédagogie que tu vas faire. Tu n'as pas la même pédagogie au collège, au lycée, au primaire, c'est logique. À côté de ça, dans les modèles ou gestes, c'est une sorte de tableau que tu mets, où tu mets la classe, à gauche, à droite l'effectif, parce que le nombre d'élèves, contrairement à ce que peut penser beaucoup de monde, bah, ça influe. Tu ne fais pas le même type d'activité à 30 qu'à 40. Je dis beaucoup de monde parce que l'éducation nationale ne se voit pas choquée dans certains pays d'imposer des effectifs de plus de 30. Autre élément à appliquer en dessous, ce sont les sources. Avec quoi tu as fait tes cours. C'est ce qui donne la crédibilité, c'est ce qui donne la légitimité à ta cours. Voilà, c'est avec ça que tu t'es servi. Si tu fais référence à sur plus de 25 ans, c'est que ton cours est passéiste. Le seuil de la pédagogie, dans les données ou comment tu les transmets. Voilà. Ensuite, le cours en lui-même. Alors, le cours, ça doit présenter une sorte de tableau. 2 ou 3 colonnes. Avec une colonne, tu as le cours, le contenu, le texte de ton cours. Et la deuxième et la troisième colonne, bah voilà, la deuxième colonne, ce sera plus les actions que met en place le professeur. Par exemple, si il parle d'un phénomène et qu'il est obligé de le cartographier, bah, tu marques s'appuyer sur une carte. Ça veut dire que le professeur, pendant qu'il fait son cours, il montre sur une carte les lieux qu'il nomme. Ça peut être une façon de présenter les données. Tu peux avoir une liste de données et dire bon, je les présente de façon sommaire, je les présente de telle manière, de telle manière. Voilà. Dans cette colonne aussi, tu peux mettre la durée. Tu te dis bon, bah cette partie-là, je mets tant de temps à le faire. Parce qu'il faut timer tout ce que tu fais. Une troisième colonne serait peut-être plus pour les actions des élèves. Si tu attends des choses pour les élèves, ça se compte plus pour le primaire. Ou si tu demandes par exemple, si tu fais du calcul, bon bah voilà, le professeur montre au tableau les chiffres et les opérations. Les élèves doivent compter sur leurs doigts. C'est ce que tu mets en fin de colonne. Après, dans des niveaux plus élevés, tu peux fusionner colonne 2 et 3 avec une colonne action, c'est-à-dire voilà. Et pour mettre le type d'écoute que tu veux que les élèves aient. Voilà. Et après, bon, bah, tu peux toujours mettre en fin de page, fin de fiche de cours, une partie évaluation où tu mettras des remarques et à la fin de l'année prochaine, tu prends tes fiches et tu tiendras compte de ces remarques pour améliorer ta fiche de cours et l'améliorer. C'est un travail un petit peu technique, mais c'est comme ça que tu fais un bon cours. C'est comme ça que tu peux faire le travail. Après, le truc d'évaluation, tu peux le faire en bas de la fiche de cours, dans un cahier spécial, un cahier de retour sur ton expérience. Donc voilà, avec tous ces éléments-là, tu as une fiche de cours qui répond à tous les objectifs pédagogiques et qui est aussi dans la phase de l'évaluation où le professeur s'auto-évalue non-stop. Immigrer en Afrique quand on est français. Alors, aujourd'hui, là, dans cette discussion qui va durer 4 à 5 minutes, je vais vous entretenir notamment sur certaines questions, surtout sur les difficultés qu'il y a pour un Français d'immigrer en Afrique. Donc, dans le premier lieu, il faut voir un contexte général. Le français a bien moins bonne presse qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans à l'étranger. Parce que les autres pays ne sont pas neuneux. Ils le savent très bien que nos universités
pue la merde, que on a énormément de difficultés, et c'est accéléré avec Macron, parce que Macron nous a fâchés avec beaucoup de pays, beaucoup de chefs d'État. Déjà le Maroc, c'était pas génial sous Hollande, mais ça s'est empiré avec Macron. L'Algérie, tous les États du Sahel, une grande partie des sociétés civiles en Afrique subsaharienne. Ah voilà. Déjà, il y a ce premier point à mettre. Deuxième point, il ne faut pas négliger, on va pas dire l'incompétence, mais on va dire que l'ambassade ne sera pas là pour vous. Vous partez en Afrique, vous êtes tout seul. La France ne sera pas là. Votre ambassade ne vous aidera pas. Elle vous mettra même des bâtons dans les roues quand vous voudrez déclarer vos enfants, quand vous voudrez vous marier ou quand vous aurez besoin d'aide. Elle ne sera pas là pour vous. Ça, c'est le deuxième point à tenir très bien en compte. Le troisième point, c'est que notamment en Afrique subsaharienne, moi je le vois bien au Togo, quoi que vous fassiez au niveau de votre intégration, vous serez toujours vu comme un blanc. Et donc vous aurez le traitement des blancs. Parce que comment on traite les blancs en Afrique, on pense que vous avez du pognon, donc un truc qui coûte 1000 francs, vous allez le payer 2000. Dans la majorité des cas, vous devez négocier. Oui, avec des négociations, ça passe. Bref. Troisièmement, c'est dans vos relations. Il va être difficile d'avoir des relations à égal parce que vous avez des gens très bien, très gentils, qui vont vous apprécier, qui vont vous respecter. Le problème, c'est que vous allez aussi tomber sur des profiteurs ou des profiteuses et que vous n'avez pas les... Comment dire ? Ça va être difficile de les discerner. Parce qu'on ne va pas vous voir comme une personne, mais comme une situation bonificatrice pour la personne. Autre élément, c'est au niveau du business. Alors, le travail va être très difficile à trouver. Parce qu'il y a déjà énormément de chômage dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et que vous n'allez pas passer devant les autres. Vous pouvez monter votre business, mais be careful parce que vous serez concurrencé par les locaux qui comprennent le marché. Et aussi concurrencé par les Chinois, les Indiens qui eux nous pissent dessus au niveau du business. Il faut bien savoir que tous les grands courants managériels et commerciaux sont pour la plupart et même économiques sont des courants anglo-saxons. Et comme l'Inde vient de l'empire anglais, voilà, Adam Smith, c'est pas le nom d'un mec du Berrichon. Voilà. Donc voilà. Après, bon, vous allez tomber sur des gens sympas, mais il faut faire extrêmement attention, faire énormément de tri. C'est pour ça que beaucoup de diaspora traînent ensemble, ou traînent avec des locaux qui, eux, ont travaillé ou ont été en contact avec des Occidentaux. C'est ça le truc, tout ce que j'ai vu, moi, en Afrique, ceux à qui ça marchait, c'était ceux qui traînaient avec des gars qui avaient soit travaillé dans l'humanitaire, des locaux qui avaient travaillé dans l'humanitaire, donc qui connaissent les blancs. Donc voilà. C'est là, si vous prenez locaux purs, ça va être difficile. Si vous traînez avec des gens, des Africains qui ont travaillé avec les Blancs, ça ira mieux. C'est la seule solution pour que ça se passe bien. Autrement, ça se passera mal. Par la différence culturelle, par les incompréhensions. Voilà. Les populations d'ici ne sont pas des populations latines comme nous. Donc voilà. Donc honnêtement, je comprends que la situation en France veuille vous pousser, mais voilà. On critique peut-être énormément la France. J'ai été très critique avec la France, mais comment te dire ? On est dans un monde actuellement où c'est la merde. Le meilleur goût, on va dire, c'est notre propre merde à nous, c'est pas la merde des autres. Donc actuellement en situation de crise, je vous déconseillerais de quitter votre pays et de vous lancer dans un projet d'expatriation parce que vous allez ou d'immigration, parce que autrement vous allez manger de la merde mais ce ne sera pas la vôtre. Et là c'est pas bon.